Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour Planète Trump, votre rendez-vous avec la politique américaine. Une politique américaine complètement folle, tellement le président Donald Trump bouleverse le monde quasiment tous les jours. On est ensemble pour une petite heure, pour revenir sur toutes ces actualités qui ont marqué la semaine aux États-Unis. Mais avant de prendre le temps d'analyser tout ça, j'ai comme chaque semaine sélectionné les 3 actualités qui m'ont marqué moi. Avant de vous montrer justement la première, qui date de début de semaine, petit retour en arrière, Donald Trump qui parle de Joe Biden aka Sleepy Joe. While on camera, he can lie down on one of those things, and in minutes, he's stone cold out. How does he do and he's it? got cameras on because he's the president, so they have cameras on him. Yeah. And then they show him sleeping on the beach. Yeah. You'll never see me sleeping in front of camera. Vous n'allez jamais me voir dormir devant des caméras. Vous me voyez venir? Donald Trump en Conseil des ministres mardi. It never would have happened if you'd been president. But this war is going on, and the president is trying to end it, not because, listen, we got a million things to focus on in the world as a country, but he's the only leader in the world that can help end it. And that's why even as we speak to you now, Steve Witkoff is in Moscow trying to find a way to end this war, to save lives of 9,000 people, Mr. President, as you know, are dying every week. Une image qui a fait le tour des réseaux. Certains disent qu'il ne dort pas, qu'il repose ses yeux. D'autres disent « J'aimerais bien vous y voir, vous, à 78 ans ». Et ils ont raison, surtout quand on voit tout ce qu'il fait, tous ses déplacements. Mais la question, elle n'est pas là. Donald Trump n'a pas arrêté d'attaquer Joe Biden là-dessus. Il n'a pas arrêté aussi de répéter que lui est en super forme, qu'il avait les meilleurs tests de santé possibles, malgré encore cet article de la semaine dernière du New York Times qui l'a complètement enragé. Bon, il dormait ou pas? Autre moment. Showed us about a third from the bottom. You told me you were not only embarrassed, but you were angry about this, and that we had to do something to change this in our country. And we took a hard look at it, and you absolutely... Certains l'appellent même maintenant le Commander in Sleep plutôt que Commander in Chief. En même temps, quand vous regardez son activité sur Truth Social, il a posté des centaines de messages entre 19h et minuit la veille sur les démocrates, sur les immigrés, les théories du complot aussi. Et puis il s'endort dans un conseil de ministres qui avait l'air vraiment compliqué. Tous ses plus fidèles autour de lui qui lui disent à quel point il est exceptionnel. Et je dis exceptionnel, mais peut-être que le mot n'est pas assez fort. Écoutez ce que lui a dit Christine Noem, la secrétaire à la sécurité intérieure. Sir, you made it through hurricane season without a hurricane. Yeah. And so FEMA, you kept the hurricanes away. So we appreciate that. Donald Trump, qui aura donc été le premier président américain à réussir à faire peur aux ouragans, au point que même eux sont interdits de territoire. Vous voyez d'ailleurs ce qu'a posté Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. Et puis autre image que je voulais vous montrer, c'est une vidéo publiée directement par la Maison-Blanche. Mais avant ça, pour vraiment comprendre cette actualité, je voulais quand même vous rappeler que Donald Trump, il a quasiment toujours eu des problèmes avec les artistes. Oui, en cause, l'utilisation de leur musique, par exemple pour ses rallyes. Ces artistes s'opposent souvent non seulement au manque d'autorisation, mais aussi à l'image politique que l'usage de leur musique peut renvoyer. C'est autant un débat juridique que culturel. On peut notamment citer Beyoncé, Neil Young, Rihanna ou encore Céline Dion. Regardez donc cette vidéo publiée par la Maison-Blanche et puis surtout, écoutez la musique utilisée. Alors au-delà du caractère un peu dégueulasse de cette vidéo partagée, je le rappelle par le compte officiel de la Maison-Blanche, vous avez entendu cette musique, une musique de l'artiste Sabrina Carpenter qui a répondu ceci au poste de la Maison-Blanche. Cette vidéo est diabolique et répugnante, ne m'impliquez jamais moi ni ma musique pour servir votre agenda inhumain. Réponse ensuite de la Maison-Blanche. Voici un message court et concis pour Sabrina Carpenter. Nous ne nous excuserons pas d'expulser de notre pays les criminels dangereux, les meurtriers, les violeurs et les pédophiles en situation irrégulière. Quiconque défend ces monstres malades doit être stupide ou alors lent d'esprit. Et ça a bien changé les États-Unis, mais ce n'est pas tout dans ce dossier. Non, il y a une nouvelle polémique aux États-Unis liée au secrétaire à la guerre, Pete Hegseth. Oui, encore lui. Il semblerait qu'un ordre ait été donné de frapper une seconde fois un bateau de narcotrafiquants pour tenter de tuer les survivants. C'est ce qu'ont révélé plusieurs médias américains. Or, faire ça, c'est un crime de guerre. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que Pete Hegseth lui-même a ordonné cette frappe? On n'a pas encore le fin mot de l'histoire. Par contre, un peu comme Sabrina Carpenter, Pete Hegseth, il a partagé ceci sur ses réseaux. Franklin s'attaque aux narcoterroristes avec dans ce post ce message pour votre liste de cadeaux de Noël. Et à nouveau, j'imagine que vous voyez venir, de nouveau, réponse de l'éditeur du célèbre Franklin.
Franklin, la tortue, est une icône canadienne très appréciée qui a inspiré des générations d'enfants et incarne la gentillesse, l'empathie et l'inclusion. Nous condamnons fermement toute utilisation dénigrante, violente ou non autorisée du nom ou de l'image de Franklin qui contredit directement ses valeurs. Et du coup, on a pu voir plein de détournements, comme celui-ci. Franklin est un criminel de guerre, ou encore celui-ci, Franklin apprend le droit des conflits armés, ou encore un petit dernier, Franklin va à La Haye. Alors nous on en rigole, tellement ça nous paraît fou, mais pour certains, évidemment, ce n'est pas drôle du tout, surtout quand on se rappelle du poste qu'occupe Pete Hegseth aujourd'hui. C'est le cas notamment de Mark Kelly. Vous vous souvenez de Mark Kelly ? C'est le héros de guerre qui, avec 5 autres démocrates, avait appelé les militaires américains qu'ils ne devaient pas obéir aux ordres si celui-ci était illégal. Celui à qui Donald Trump avait répondu « sédition ». Rappelez-vous, il a même partagé un message disant « pendez-le » comme George Washington l'aurait fait. Eh bien, regardez ce qu'il en pense, Mark Kelly. He's putting out on the internet turtles with rocket-propelled grenades. Have you seen this? This is the Secretary of Defense. This is not a serious person. He should have been fired after Signalgate. Et puis pour terminer, comme tout est possible aujourd'hui aux États-Unis, la preuve, vous avez Pete Hegseth à la défense ou à la guerre, et puis vous avez aussi surtout RFK à la santé. Mais regardez cette vidéo d'une candidate du Texas au Congrès. Elle vient évidemment du camp républicain, elle s'appelle Valentina Gomez, et elle s'embête même plus à proposer des choses aux Américains. Non, elle dit ceci, votez pour moi pour qu'on puisse virer tous ces sales musulmans de notre État. Texas, I've officially filed to become your next congresswoman. So the choice is yours. Vote for me so we can kick every dirty Muslim out of Texas. Save your daughters from getting raped by Mohammed and protect our soldiers from getting murdered in broad daylight. Let me be very clear. We will make Texas the worst place for groomers, terrorist Muslims, pedophiles, and illegals to live in, so help me God. For me, this is just an election. But for you and your daughter, this is your life. Because Texas has only gotten more Muslim under these weak Republicans. New York City already fell to Islam. So did Michigan and Minnesota. And you're next in line. If Texas falls to Islam, it's simply because you didn't vote correctly. God bless you all. Je vous l'ai mis en entier tellement je ne savais pas où couper cette vidéo. Et puis vous voyez le message à la fin, soutenu par Jésus-Christ, tout simplement. Elle avait, on peut le dire aussi, brûlé un Coran en direct ou simulé la mort d'un migrant, c'était il y a un petit temps. Et puis sa précédente tentative en politique, c'était pour le poste de secrétaire d'État du Missouri. Ça s'était plutôt mal passé pour elle, surtout après ceci. Only in America, seulement aux États-Unis. Donald Trump qui se prépare à accueillir le mondial de foot et les JO aux États-Unis. L'étonnante grâce accordée par Donald Trump toujours à l'ancien président de Honduras ou encore toutes ces images qui ont buzzé cette semaine aux États-Unis. C'est le programme de Planète Trump et installez-vous bien confortablement parce que ça commence tout de suite. Depuis l'année dernière, nous vivons toutes et tous à nouveau sur la planète Trump, tellement chaque mot prononcé par le président américain, chaque geste du leader de la première puissance mondiale a un impact sur le monde entier, et notamment sur vous qui nous regardez. Merci d'être au rendez-vous de la politique américaine. On va prendre le temps de revenir sur tous les grands moments qui ont rythmé cette semaine, et pour bien tout comprendre, j'ai avec moi 2 experts des États-Unis. Évidemment, bonsoir Stéphane Rosenblatt. Bonsoir Jim. Toujours un plaisir de vous retrouver Stéphane, vous êtes consultant pour les matières internationales et spécialiste des États-Unis. À vos côtés, c'est Serge Gemain, toujours au rendez-vous. Bonsoir Serge. Bonsoir Jim. Professeur d'histoire contemporaine à l'ULB et vous aussi, spécialiste évidemment des États-Unis. Merci à tous les deux d'être présents ce soir pour Planète Trump. Et on commence directement par cette actualité. Ce n'est pas facile d'organiser une Coupe du Monde aux États-Unis quand le président est un certain Donald Trump. Entre menaces de déplacer des matchs, restrictions sur les visas et tensions avec les pays voisins, l'organisation de cette Coupe du Monde 2026 s'annonce compliquée. On voit ça tout d'abord en images avec Marie-Jean Riez. Il reste 6 mois avant la Coupe du Monde 2026. Des centaines de milliers de spectateurs sont attendus en juin prochain au Mexique, Canada, mais surtout aux États-Unis où auront lieu la majorité des matchs. En tout, 11 villes devraient accueillir la compétition, mais la guerre menée par Donald Trump contre les maires démocrates pourrait bien perturber cette organisation. So if we think there's a problem in Seattle where you have a very, very liberal/communist mayor, I would say, it's certainly beyond just liberal. But if we think there's going to be a problem, we'll, Johnny, can I say we will move? I don't think you're going to have this problem, but we're going to move the event to some place where it's going to be appreciated and safe. Le président américain qui ne compte pas assouplir sa politique anti-immigration. Pour accéder au match, les visiteurs devront demander un pass FIFA censé accélérer l'obtention du visa américain, mais qui ne facilitera pas l'entrée sur le territoire.
Your ticket is not a visa. It doesn't guarantee admission to the U.S. It guarantees you an expedited appointment. Et une semaine après l'attaque de 2 gardes de la Maison-Blanche par un suspect afghan, le président a encore serré la vis et interdit aux ressortissants de 19 pays l'entrée sur le territoire américain et le gel de toute demande d'asile. Problème, 2 de ces pays, Haïti et l'Iran, sont qualifiés à la Coupe du Monde. En réaction, Téhéran avait d'abord décidé de boycotter le tirage au sort de la compétition avant finalement de revenir sur sa décision. Ces déclarations et les descentes musclées de la police de l'immigration ces derniers mois inquiètent les associations de défense des droits humains. Ils demandent aux organisateurs d'exiger des États-Unis des garanties pour cette Coupe du Monde. FIFA and the United States authorities must ensure that the World Cup does not become a pretext for a stifling dissent or expanding mass surveillance. Des appels qui ne semblent pas avoir été entendus par le président de la FIFA, Gianni Infantino, très proche de Donald Trump, et qui, à l'occasion de ce tirage au sort, a décerné ce soir son nouveau prix de la paix, créé tout spécialement pour le président américain. On peut se demander à quoi elle va ressembler, évidemment, cette Coupe du Monde 2026. Stéphane, est-ce que les États-Unis sont en train, en quelque sorte, d'utiliser cette Coupe du Monde comme un outil politique, notamment aussi pour imposer leur politique migratoire, au risque de peut-être fragiliser cet événement mondial suivi par la planète entière ? Ben, vous vous souvenez peut-être de ce moment qui était quand même assez saisissant. C'était le galop d'Ossède, en fait, de la Coupe du Monde, hein, la Coupe du Monde des clubs, qui a eu lieu aux États-Unis il y a quelques mois, et de cette cérémonie de remise du prix à l'équipe gagnante, où Donald Trump s'est retrouvé au milieu des joueurs contre tous les protocoles qui normalement n'autorisent pas le président du pays hôte à recevoir, à être au milieu d'eux. Et il y avait Gianni Infantino qui essayait tant bien que mal d'essayer de faire sortir du champ de la caméra Donald Trump. Il n'y est pas arrivé. Et c'est, je trouve, très symbolique de ce qui est en train de se passer. En fait, Gianni Infantino, qui, entre parenthèses, est l'hôte étranger qui a été le plus reçu à la Maison-Blanche sous le second mandat de Donald Trump, jusqu'à présent. Hein, je ne parle pas des chefs d'État, donc qui est très proche effectivement idéologiquement, mais qui surtout a un président qui est en total freestyle. Et on ne sait pas jusqu'à quel point il va récupérer en fait cette Coupe du Monde. Alors l'exemple, c'est bien cette cérémonie de tirage au sort qui a lieu donc au centre Kennedy des Arts, qui a déjà été carrément réquisitionné, kidnappé par Donald Trump, qui s'est autoproclamé le patron de ce qui est pourtant vraiment l'endroit de l'élite américaine, enfin, ou vraiment le must du must artistique dans la capitale américaine. Il est présent, c'est lui, et ça doit être clair pour tout le monde, qui va recevoir en fait cette cérémonie, comme il fait très clairement en décidant, malgré la quasi-impossibilité matérielle, de changer en fait en dernière minute des matchs d'une ville à l'autre. Ça n'a pas de sens. Évidemment, ça n'a aucun sens. Les gens en faisant tickets, peser, etc., et avec à nouveau un Gianni Infantino qui n'est pas capable de dire non. Donc oui, il y a une volonté de récupération qui est moins spectaculaire sans doute que les futurs Jeux Olympiques, parce que y a qu'il y a un message très clair sur le plan symbolique, et la fameuse la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On n'a pas l'équivalent dans la Coupe du Monde, mais c'est vrai, on en parlera. Oui, on verra les politiques de restriction d'entrée entre autres, les politiques effectivement de vente de tickets et qu'est-ce qui, dans la vente de tickets, reviendra ou pas à l'État américain, c'est-à-dire à la famille Trump. Il y a des tas, en fait, de points qui font question autour de cette communauté. Serge, justement, parmi ces points-là, il y a évidemment cette tension entre Donald Trump et puis certains maires démocrates. Est-ce que ces tensions, ça pourrait vraiment, selon vous, réellement perturber l'organisation des matchs quand on voit aussi l'usage que peut tenter de faire Donald Trump, notamment de la garde nationale et j'en passe? Alors, c'est clair que c'est un grand événement médiatique. On sait que Donald Trump, les événements médiatiques qu'il aime, ça va lui permettre évidemment de se mettre en valeur, de mettre en valeur aussi sa politique. Donc effectivement, on peut s'attendre à, et ça a déjà commencé, un certain nombre de tensions avec les différents gouverneurs, et notamment bien sûr les maires dans les villes démocrates. Là, il est certain qu'il va y avoir des tensions. Ce qui est particulier, c'est qu'aussi il va y avoir des tensions avec les différents pays, parce qu'on sait aujourd'hui la difficulté pour un certain nombre de personnes, on l'a dit dans votre reportage, d'obtenir un visa. Rien que les Colombiens, il leur faut au minimum 9 mois pour obtenir un visa, et on sait... Oui, c'est pour ça qu'il a expliqué, il y a des passes FIFA, c'est pas un visa, mais c'est une sorte d'accélérateur de visa. Vous êtes en haut là, il faut avoir le ticket, et on a entendu Marco Rubio dire, attention, c'est pas parce que vous avez le ticket que vous allez pouvoir immigrer. Donc ils vont augmenter le nombre d'agents qui vont analyser les dossiers, et ça c'est peut-être un élément positif. Mais il y a quelque chose tout de même d'ici très particulier, c'est le rôle de Gianni Infantino, parce que ça, c'est quelque chose qu'on avait
à mon avis, jamais vu. Alors, on l'a vu avec un certain nombre de dirigeants dans le passé, pas toujours très fréquentables, etc. Mais ici, la particularité, c'est que, comme la plupart des dirigeants mondiaux, ils flattent évidemment Donald Trump, mais ça commence à atteindre des niveaux qui sont problématiques, parce qu'il faut se rendre compte que dans cette fédération de football, il y a tous les pays, et tout le monde n'est pas du tout d'accord avec la politique qu'il est en train de mener, parce que les 19 pays, à commencer par eux. Alors, à commencer par effectivement les 19 pays, et un certain nombre, donc il n'y a pas seulement la difficulté d'obtenir des visas, mais on peut se rendre compte qu'un certain nombre de supporters vont être hésitants à l'idée d'aller aux États-Unis, parce que ce que l'on montre maintenant comme image des États-Unis, c'est un pays fermé qui n'accueille pas facilement les immigrants. Et évidemment, ici, ce sont des visiteurs, et c'est pour ça, Marco Rubio a bien laissé entendre, vous venez, mais vous allez devoir partir. C'est vrai que chaque semaine, Stéphane, on montre ces images, notamment de la police d'immigration ICE. Il y a encore eu une grosse affaire cette semaine aux États-Unis d'une citoyenne américaine qui a dû, in fine, montrer sa carte. Alors, c'est pas une carte d'identité, mais c'était une carte évidemment de séjour. Est-ce qu'on peut s'inquiéter quand même pour les gens qui viennent d'autres pays qui sont aux États-Unis ? Non seulement on peut s'inquiéter, mais il joue sur cette peur. Et Christine Noem, donc, qui est secrétaire et qui gère donc la police des frontières, a été très claire. Dans les villes démocrates, eh bien, elle fera descendre la police des frontières à l'entrée des stades. C'est du jamais vu, ça. C'est totalement jamais vu. C'est-à-dire que même lors des Jeux de Pékin, Sochi, de Sochi, il y avait une espèce de trêve. Alors, ça ne veut pas dire qu'on laissait à nouveau la contestation se développer dans les rues de Pékin, mais il y a eu à nouveau une période qui était une période, en fait, où on s'est calmé. Et ici, au contraire, on joue sur cette peur. Et effectivement, vous l'avez dit, il n'y aura pas de supporters haïtiens, il n'y aura pas de supporters... Et alors, il y a un autre élément quand même qui est assez cocasse dans l'histoire, c'est qu'on oublie toujours que cette Coupe du Monde est organisée par 3 pays, dont le Mexique, dont le Mexique, que menace directement les États-Unis de bombarder pour toucher les narcotrafiquants mexicains, et le Canada, quand même, potentiellement, donc nouvel État américain, Donald Trump, et qui est totalement inexistant en fait dans le discours de Donald Trump. Juste une citation de Christine Noem, lundi sur X, elle dit qu'elle a recommandé à Trump une interdiction d'entrée totale, je cite, pour les ressortissants de chaque satané pays qui a inondé notre pays de meurtriers, de sangus, d'accros aux aides sociales. Nous ne voulons pas d'eux, pas un seul d'entre eux. Bienvenue aux États-Unis. Et alors, il y a l'élément de nouveau qui est l'élément argent. Vous vous souvenez, bon, c'est une anecdote, mais enfin, cette fameuse coupe du monde des clubs, la première qui était venue présenter en fait Infantino dans le bureau ovale à Donald Trump. Bon, vous savez ce qui s'est passé. Donald Trump l'a gardée, elle est toujours dans son bureau, l'original. Et il a fallu, fissa, faire une copie. Et les joueurs gagnants ont reçu la copie, car l'original est kidnappé, entre guillemets, par Donald Trump. J'aimerais rappeler aussi à ceux qui nous suivent qu'il y aura, parmi les autres événements internationaux, il y aura les JO à Los Angeles, avec là aussi, vous l'avez déjà dit Stéphane, on sera très attentif à la cérémonie d'ouverture, puisque lui-même avait été très critique vis-à-vis des JO en France. Il y a aussi en 2026 les 250 ans des États-Unis, on verra aussi comment ça sera organisé. Mais j'ai envie de vous montrer une autre actualité, parce qu'il se passe tellement de choses aux États-Unis qu'il faut choisir. Mais il y a eu encore cette semaine, cette rencontre, c'était hier, entre le président rwandais et congolais. J'aimerais tout d'abord vous montrer comment Donald Trump présente, justement, on voit les images, mais comment Donald Trump a présenté ce fameux accord de paix entre les deux pays. Écoutez. And we'll be involved. We're sending some of our biggest and greatest companies over to the two countries, and we're going to take out some of the rare earth and take out some of the assets and pay, and everybody's going to make a lot of money. Donc on l'a entendu, il dit aussi que ça sera du business pour tout le monde, on va se faire tous un petit peu d'argent. On peut parler d'un président pacificateur, mais par opportunisme et par appât de gain aussi, presque. Donc il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis. C'est très clairement l'opportunisme, l'appât du gain. On sait que les régions dans lesquelles se déroule le conflit contiennent des minerais qui intéressent beaucoup les États-Unis. Et ce qui est intéressant, on n'a pas passé ici l'ensemble de l'interview, mais il était dithyrambique en disant « mais ils se sont bien aimés, ils se sont serrés les mains », etc. Et quand on a entendu les deux présidents, ils étaient tout de même beaucoup plus réservés, en laissant entendre que tout n'était pas réglé, loin de là. Et toutes les personnes qui travaillent avec le Congo et notamment dans l'est du Congo savent qu'aujourd'hui la situation reste explosive et que en fait rien n'est réglé. La seule chose, c'est que on a deux dirigeants qui une fois encore sont allés chez Donald Trump pour lui permettre de souligner son rôle de faiseur de paix. Et il y a certainement un certain nombre d'éléments qui ont joué dans cette décision. C'est la 8e guerre
guerre, c'est ça qui Alors c'est la 8e paix et chaque fois que l'on prend chacun des paix, on se rend compte qu'en réalité il ne fait pas grand-chose et il ne fait généralement qu'apposer sa signature sur quelque chose qui a déjà été décidé et souvent on verra ce que donneront les conflits dans quelques semaines. Même si on l'a vu pour le pour et le contre, à Gaza effectivement il y a eu un cessez-le-feu, donc il se passe toujours des choses mais c'est peut-être moins dramatique qu'avant, mais on sait que les causes on s'y est pas du tout attaqué. Juste je préfère montrer autre chose Stéphane, parce que est-ce qu'il serait pas un petit peu obsédé par la paix Donald Trump? Alors je pose la question, je pense qu'on a toutes et tous la réponse, parce que regardez ce qu'a posté à nouveau la Maison Blanche, qui partage directement un poste du département d'État, le président de la paix. Ils ont ajouté donc un Donald J. Trump pour en faire l'institut Donald J. Trump de la paix. Voici ce poste. C'est d'ailleurs là-bas que s'est passée la signature entre le Rwanda et le Congo. Il peut faire ça, le président américain, mettre son nom un petit peu où il veut, et quoi, dans 4 ans, si c'est un démocrate, on va virer ces petites lettres? C'est un peu comme ça que ça peut se passer? À nouveau, l'ironie, c'est que ce Centre pour la paix, en fait, prend la place de USAID, c'est-à-dire d'un organisme d'aide au développement, qui non seulement coupé, mais qu'il a complètement, en fait, débudgétisé, totalement et démembré. Donc on est dans le faux paradoxe en fait, puisque il est en même temps celui, et c'est vrai qu'on est à nouveau complètement inondé, comme on le voit dans cette émission toutes les semaines, par le nombre d'actualités, mais si on prend un élément qui restera sans doute des premiers mois de ce mandat, c'est quand même l'anarchie totale amenée à l'aide internationale et les drames absolus qui sont en train de se jouer dans des continents comme l'Afrique ou comme l'Asie, par la disparition, on parle du sida entre autres, par la disparition totale de l'aide américaine qui représente parfois de 60 à 70% de l'aide mondiale contre certaines maladies. Donc honnêtement, alors je sais pas où commence et où se termine la paix, mais en l'occurrence ici, il y a évidemment la recherche à nouveau de cette reconnaissance un peu en contre-pied. Je suis l'homme qui met America First, mais qui en même temps n'est pas incompatible avec la paix mondiale. Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut jouer sur l'ironie, on en joue beaucoup, et la moquerie. Mais en même temps, on parle du Rwanda et du Congo, mais c'est sous votre contrôle, Serge. Mais enfin, c'est quand même, quand on parle du Congo, entre autres, c'est quand même un territoire où les Chinois, entre autres, ont fait un énorme travail de conquête des ressources qui sont vraiment infinies dans un pays comme le Congo. Donc c'est vrai que c'est quand même une manière aussi de regagner une forme d'influence et de territoire. Ces hommes sont venus quand même à Washington. Donc on a beau rire sur effectivement cette espèce de soumission apparente faite à Donald Trump, mais quand même, il y a quand même en même temps une reconquête de l'influence américaine qu'on annonçait, perdue dans beaucoup de territoires, entre autres en Afrique. Et on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas un volontarisme américain pour reconquérir cette influence. Donc, alors c'est pas un jugement de valeur, mais on peut pas dire qu'il ne fait rien. Ouais, et puis il a encore dit, je suis pas greedy, moi, je veux le prix de la paix, non, je le veux pas, peut-être que dans un jour, non, personne ne me le donnera. À suivre dans cette émission, avant de découvrir toutes ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis, c'est la Story US qui arrive là tout de suite, alors que Donald Trump durcit son combat contre le narcotrafic, et en particulier contre le Venezuela. Et bien de l'autre côté, il a gracié cette semaine l'ancien président de Honduras, qui purgeait lui-même une peine de 45 ans de prison pour trafic de drogue. Comment l'expliquer? La Story US, ce sera d'ici une poignée de secondes. Restez bien avec nous dans Planète. Merci de nous suivre sur LN24, merci d'être aussi nombreux et nombreuses au rendez-vous de la politique américaine tous les vendredis soirs en télévision, puis quand vous le souhaitez sur la page YouTube de LN24. Avant de découvrir notre What's Up America, notre grand zapping de la semaine, on va s'intéresser à une double actualité. D'un côté, on a la situation entre les États-Unis et le Venezuela. En 3 mois, les Américains ont mené des frappes contre 20 embarcations vénézuéliennes dans les Caraïbes et le Pacifique, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue. Et puis de l'autre côté, Donald Trump libère l'ancien président de Honduras, condamné lui à 45 ans de prison pour trafic de drogue. Quelle est la stratégie derrière tout ça du président américain? C'est la question que pose ce soir notre Story US, et c'est avec Marie-Jean Riès. Dans la Story US cette semaine, les narco-contradictions de Donald Trump. Depuis une semaine, Pete Hegseth est dans la tourmente. Le secrétaire américain à la Défense est accusé d'assassinat. Début septembre, après de premiers tirs contre un bateau vénézuélien, il aurait autorisé une seconde frappe contre les survivants. Un acte qui pourrait constituer un crime de guerre, mais qui est défendu par la Maison-Blanche. Again, Andrew, I would reiterate to you the strike was conducted in international waters and in accordance with the law of armed conflict. Quant à Pete Hegseth, il fait porter la responsabilité sur l'amiral en charge de la frappe et continue de son côté à défendre sa politique. Again, we've only just begun striking narco boats.
and putting narco-terrorists at the bottom of the ocean because they've been poisoning the American people. En 3 mois, les États-Unis ont frappé une vingtaine d'embarcations vénézuéliennes, tuant au moins 80 personnes, toutes officiellement suspectées de transporter de la drogue. We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time, and we just these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela, so we took it out. Donald Trump fait donc la guerre à la drogue, mais alors pourquoi a-t-il gracié un trafiquant ? Le 28 novembre, le président américain a annoncé sur Truth Social qu'il accordait une grâce totale et complète à Juan Orlando Hernandez. L'ancien président du Honduras a été condamné aux États-Unis à 45 ans de prison pour avoir facilité l'entrée sur le territoire de centaines de tonnes de cocaïne. Il purgeait sa peine aux États-Unis depuis 2 ans et demi. Mardi, il a donc été libéré par Donald Trump qui le présente désormais comme une victime de persécution politique. Une décision controversée et en contradiction avec le discours du président sur le narcotrafic. Serge Jomain, des frappes donc pour tuer des narcotrafiquants. Est-ce que quand on tue des narcotrafiquants aux États-Unis, on va dire que la finalité est plus importante que la méthode ou que la légalité pour monsieur et madame tout le monde ? Alors, pour monsieur et madame tout le monde, non, mais pour Donald Trump, ça ne pose aucun problème, hein, on le sait. Donc, chaque fois que l'on tue un narcotrafiquant, il estime qu'il y a quelques dizaines de milliers d'Américains qui sont sauvés. Et c'est le discours qu'il tient. Sauf que ici, on est à peu près 87 personnes qui ont ainsi été ciblées, tuées, en supposant que ce sont des narcotrafiquants. Sans la moindre parce preuve, qu'on n'a aucune preuve. Alors bon, les bateaux qu'ils utilisent peuvent peut-être permettre de penser qu'il s'agit de... Ce sont des indications, effectivement, mais là, on a vraiment un État qui commet des meurtres en direct, je dirais. Il y a là quelque chose d'assez choquant. Et ici, il y a en plus un élément qui est venu s'ajouter, c'est que lors d'une de ces frappes, il y a 2 personnes qui sont tombées à la mer et qui ont été frappées une deuxième fois. Et là, un député, lors de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, au début de la semaine, un député, Jim Himes, député démocrate du Connecticut, disait « Ce que j'ai vu dans cette pièce est l'une des choses les plus troublantes que j'ai vues dans ma carrière politique. » Et il continuait en disant « J'ai vu 2 hommes en détresse, manifestes, sans aucun moyen de défense, sans aucun moyen de se déplacer, à bord d'un navire détruit, et ces 2 personnes ont été tuées par les États-Unis. » Or, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et là, on a quelque chose d'absolument surréaliste, puisque c'est soi-disant pour protéger les Américains, et puis comme on l'a vu dans le reportage, en même temps, on a un président qui a été condamné par la justice à 45 ans de prison pour trafic de drogue, qui a déjà fait tout de même 4 ans en prison, et qui est soudain libéré pour une grâce présidentielle, et il n'y a absolument aucune raison. La seule raison, elle est politique, et donc en termes de décryptage, comme on le soulignait, ça nous renvoie à l'image, et on en a déjà parlé ici, de Donald Trump, l'image qu'il a des États-Unis. C'est la poursuite de la doctrine Monroe de 1823, c'est de dire l'ensemble des Amériques, c'est on pourrait presque dire mon terrain de jeu, et c'est bien comme ça qu'il agit. Et là, on a quelque chose d'assez effrayant, c'est sa sphère d'influence, et il peut faire finalement tout et n'importe quoi, même sans respecter les lois, la Constitution américaine. C'est intéressant ce que vous dites parce que vous avez parlé, Serge, de Donald Trump, mais évidemment un petit peu en dessous, c'est Pete Hegseth qui occupe justement ce poste de secrétaire à la guerre aujourd'hui, puisqu'on rappelle que c'est le département de la guerre. Stéphane, écoutez justement ce fameux Pete Hegseth, c'était il y a quelques mois maintenant, avec un discours qui avait marqué les esprits. Écoutez justement sa vision de la légalité des règles d'engagement. Écoutez. We fight to win. We unleash overwhelming and punishing violence on the enemy. We also don't fight with stupid rules of engagement. We untie the hands of our warfighters to intimidate, demoralize, hunt, and kill the enemies of our country. No more politically correct and overbearing rules of engagement.
Ça correspond assez bien à ce qui lui est reproché depuis le début de la semaine à Pete Hegseth, Stéphane Rosenblatt. C'est fini les règles d'engagement, on s'emmerde plus avec ça, c'est ce qu'il dit lui. De toute façon, voilà, toute la stratégie mise en place par Pete Hegseth depuis son arrivée au Pentagone n'est basée que là-dessus. Il n'arrête pas de parler de létalité, d'esprit de létalité, d'esprit effectivement de pouvoir tuer ses ennemis et de créer un esprit au Pentagone, de créer la peur, de créer un esprit ou un nouvel esprit dans les forces américaines pour qu'elles soient totalement concentrées sur justement cette capacité de puissance, de peur par rapport à l'ennemi et de mettre en place donc toute une série de règles au Pentagone qui vont dans ce sens. Maintenant, bon, pour être de bon compte, les assassinats ciblés contre, alors là ici on parle de narcos, mais qui sont considérés par Donald Trump comme des terroristes, puisque le narcotrafic a été assimilé donc à la lutte contre le terrorisme. Bon, beaucoup d'États pratiquent les assassinats ciblés contre les supposés terroristes. On est peut-être moins habitué à voir les Américains, on va dire, même si les Américains sont connus aussi pour là ça. Comme ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que c'est finalement l'arroseur arrosé. Parce que finalement, cette volonté de satisfaire la base, de donner de la viande rouge à sa base, en montrant donc les images et en les déclassifiant, ces images de mort de ces narcotrafiquants en mer, finalement, on crée le problème. Parce que si effectivement ils avaient été sans doute tués et ces images n'existant pas, ou en tout cas n'étant pas montré au public, on n'en serait pas à une polémique sans doute aussi violente que celle-là. Mais la volonté était justement de montrer, transparence, en tout cas l'efficacité de créer le sentiment de peur, de crainte par rapport à l'ennemi, et de montrer qu'effectivement tous les moyens seraient bons pour éliminer la menace. Le problème, c'est qu'il y a des règles de nouveau, et ces règles, ce ne sont pas que des règles propres aux États-Unis. Ce sont des règles, en fait, de règles de la guerre, en fait, qui sont des règles internationales et qui sont admises par les États-Unis, entre autres par rapport, en fait, au fait de ne pas abattre des personnes qui auraient déjà été touchées et qui n'étaient plus en situation de danger pour les forces américaines. Sans compter effectivement les preuves, parce qu'on l'a dit, mais en fait, il n'y a pas que de la contrebande de drogue venant des pays. Ça peut être des cigarettes, par exemple. Ça peut être des cigarettes ou d'autres choses. Donc en l'occurrence, effectivement, je pense que la commission du renseignement n'a pas reçu plus d'indications sur l'origine et vraiment la nature même des personnes qui se trouvaient à bord des embarcations que ce que dit le département de la guerre, qu'on est obligé de croire, quoi. Ouais, je disais transparence tout à l'heure, dans sa politique générale, c'est-à-dire montrer les conférences de presse, montrer aussi ses rencontres avec différents diplomates ou chefs d'État. Serge, attendez, parce que j'ai encore mieux pour vous comme vidéo, une vidéo qui refait surface de Pete Hegseth. Nous sommes en 2016. Pete Hegseth qui finalement répond à deux questions qui nous occupent maintenant depuis quelques jours ou quelques semaines. Les militaires doivent-ils obéir à des ordres illégaux? Et puis surtout, que faire avec ceux qui se rendent coupables de crimes de guerre? Regardez. There are some guys at Leavenworth who made really bad choices on the battlefield. And I do think there have to be consequences for abject war crimes. If you're doing something that is just completely unlawful and ruthless, then there is a consequence for that. That's why the military said it won't follow unlawful orders from their commander-in-chief. There's a standard, there's an ethos, there's a belief that we are above what so many things that our enemies or others would do. Bon, alors c'est pas la première contradiction, et puis surtout moi j'ai plein de vidéos des Rubio, des Vance, etc. qui critiquent Trump à l'époque. C'est vrai que là on voit vraiment un changement drastique entre le Hegseth de l'époque et le Hegseth d'aujourd'hui, et pas dans le bon sens évidemment. Oui, bien entendu, mais voilà, il n'est pas le seul. Et aujourd'hui, ils sont tous alignés effectivement sur Donald Trump, et on sent que c'est quelque chose sur lequel les démocrates peuvent tout de même appuyer, c'est-à-dire souligner que ici, on ne tient pas ses promesses d'une part, et d'autre part, on ne tient absolument plus compte de toutes les règles internationales et nationales. Alors évidemment, il faut se rendre compte que, et bien sûr, ça nous choque. On souligne évidemment, on l'a dit, la grande médiatisation, mais il y a un discours qui continue en disant, vous voyez, on est en train de diminuer le nombre de narcotrafiquants. Voilà, parce que finalement, on n'en abat plus tellement. Mais c'est ce que je vous demandais justement au tout début de séquence. Est-ce que la finalité pour certains est plus importante que la légalité ou les moyens de... C'est clair que la finalité, et pour Donald Trump, sur beaucoup de dossiers, la finalité est évidemment plus importante que le droit international, même que la Constitution américaine, etc. Et ici, on a un très bon exemple où on voit une volonté assez nette
de montrer sa force, parce que c'est aussi ça l'idée, et c'est pour ça que l'on a ces images aussi fortes, c'est de dire Donald Trump tient ses promesses. Il vous avait promis d'être protégé, regardez, il le fait. Mais comme ça a été dit, effectivement, c'est un peu l'arroseur arrosé, parce que, bien entendu, ça donne des arguments à ces critiques, et notamment du côté démocrate. Stéphane, quelques secondes, comme ça je vous parle de la grâce aussi de l'ancien président. La règle commune, c'est celle de l'impunité actuelle du pouvoir américain, qui est complètement égale des conséquences. Vous vous souvenez du Signalgate, ce fameux scandale où Pete Hegseth, déjà lui, était en fait accusé d'avoir communiqué à ses proches des indications confidentielles concernant des frappes américaines contre les Houthis au Yémen. Il y a eu un rapport qui a été rentré donc par le surveillant général au ministère de la Défense sur cette affaire, et qui a conclu que Pete Hegseth était responsable en fait d'avoir mis potentiellement en danger la vie de troupes américaines. Ça n'a aucune conséquence, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, Donald Trump, sa politique, c'est de soutenir à 100% son équipe, quelles que soient les erreurs qui ont été commises. Donc aujourd'hui, en fait, on ne voit pas d'où vient le danger, malgré les polémiques dans la presse américaine, dans les médias, autour de la politique menée par Pete Hegseth. Ouais, je vais vous montrer là, vraiment quelques secondes, ce qu'a dit, plutôt ce qu'a posté le sénateur Lindsey Graham, sénateur très connu républicain. En quelques mots, il a simplement dit au pape, soyez du bon côté de l'histoire, parce que le pape a demandé, ne renversez pas, s'il vous plaît, le président Maduro, ou en tout cas utilisez d'autres techniques. Ce sera peut-être pour une prochaine émission. Mais sur la grâce, justement, Stéphane, j'aimerais vous entendre là-dessus. Donc, on a d'un côté un Donald Trump qui va poursuivre narcotrafiquants jusqu'à l'autre bout de la planète, et puis de l'autre, il va gracier un baron de la drogue, on peut le dire comme ça, emprisonné maintenant depuis 4 ans, qui devait normalement faire 45 ans de prison pour trafic de drogue. Déjà, on se demande un petit peu comment on l'explique. Certains parlent de narco-contradiction, on l'a entendu dans le reportage de Marie-Jean Riès, et je suis pas le seul à me poser la question. Regardez comment Fox News en parle justement, Stéphane. We also know, writ large, that the story about this administration being focused on eradicating American society of drugs is absolute BS, because Donald Trump went and pardoned, he's walking free now, the former Honduran president who trafficked 400 tons of cocaine into America. Why did he get to leave prison early? He had a 45-year sentence, which, by the way, Trump administration #1 prosecuted him, because Roger Stone is his buddy, and because he wrote Donald Trump a letter calling him Your Excellency and saying that they shared conservative values. Il n'y a pas que pour nous que c'est flou, cette stratégie-là, Stéphane. Comment on l'explique? Micro-détail, cette personne, en fait, elle est connue. Et la représentante libérale, en fait, sur le plateau de Fox News. C'est la ligne libérale sur Fox News. Donc c'est elle qui présente généralement les points de vue opposés à ceux de la majorité des journalistes de Fox News. Non, mais en fait, les grâces présidentielles aujourd'hui ne sont plus des grâces en tant que telles. Ça n'est plus un président qui examine pour voir le pour et le contre. On imagine quelqu'un dans le couloir de la mort qui finalement les preuves sont pas assez accablantes. Le point commun de l'ensemble des grâces par Donald Trump a commencé par celle du 6 janvier, plus de 1000 grâces lors de ça, concernant quelle que soit d'ailleurs la culpabilité qui avait été reconnue contre les responsables du 6 janvier, mais c'est soit effectivement une proximité idéologique, soit une proximité financière. En fait, le président s'immisce entre autres dans les élections au Honduras, en essayant d'influencer le résultat et de faire que son candidat, qui est le candidat ultra-conservateur, soit élu. Et ici, vous avez un homme, le président hondurien, qui, indépendamment de nouveau d'une condamnation, qui a de nouveau été décidé par un grand jury de citoyens. Ça n'est pas juste un juge libéral corrompu, entre guillemets, un lunatique qui a décidé de sa condamnation et qui décide de le libérer. Pourquoi? Parce qu'il y a une coalition de potes à lui qui a suggéré effectivement, parce que c'est un Trumpiste, c'est un MAGA, de le libérer, et donc il invente le fait que le juge évidemment était corrompu et que le procès a été bâclé. Mais en fait, il n'y a pas en dehors de l'amitié d'affaires ou de l'amitié idéologique des graciers, il n'y a pas de cohérence autour des grâces de Donald Trump. C'est un outil comme un autre de domination et de supériorité idéologique ou de supériorité de pouvoir sur le pays. Et de remise en question, évidemment, de ce qu'a pu faire Joe Biden. En quelques mots, Serge, parce que regardez ce qui va apparaître. C'est nos amis de CNN qui ont fait justement ce graphe sur le nombre de grâces accordées par les différents présidents américains. Vous avez donc George W. Bush, 189 grâces en 2 mandats, 212 grâces pour Obama en 2 mandats, 144 pour le premier mandat de Donald Trump, 80 dont celle d'Hunter Biden, qui a beaucoup fait parler pour Joe Biden. Et puis regardez, plus de 1500, et Stéphane l'a rappelé, 1000 personnes
personnes déjà simplement pour le 6 janvier. C'est énorme ce qui se passe c'est à ce surtout, niveau-là. c'est surtout le gros paquet du 6 janvier. C'est, je pense, mais vous enlevez 200 personnes. Vous avez quand même 300 personnes là en Bien même pas un entendu, an. en plus. Mais ce qui est particulier ici, et ce que l'on voit aussi sur le reportage que vous avez montré, c'est que c'est tout de même difficile pour un certain nombre de MAGA de suivre le président là-dessus. D'où un élu démocrate qui a été gracié aussi. Évidemment, bien sûr, mais il y a toute une série de personnes ainsi qui ont été graciées, mais ici, on fait de la lutte contre la drogue un élément essentiel. On voit ces navires, effectivement, qui sont bombardés. Et donc, dans le groupe MAGA, on a tout de même un peu de difficulté à considérer qu'on a libéré une personne. Et la particularité, c'est que finalement, il y a très peu, c'est difficile, mais il y a très peu de justificatifs. Le seul justificatif, on l'a dit, c'est un justificatif essentiellement politique, c'est-à-dire il a là quelqu'un qui lui est redevable, même s'il n'est plus au pouvoir, mais il espère que le candidat qui gagne les élections soit de son parti, et de cette manière, c'est renforcer l'emprise des Américains sur le Honduras. C'est la même chose par rapport au Venezuela, parce que là, il y a un certain nombre de discussions, et pour le moment, il y a une pression énorme sur le Venezuela, et donc on est en train de retrouver finalement cette Amérique des années 70 qui à l'époque mettait, je dirais discrètement, en place un certain nombre de dictatures dans différents endroits. Ici, ça se fait en quelque sorte au grand jour. Alors ce ne sont pas toujours des dictatures, mais c'est une volonté forte de marquer son empreinte et d'avoir ainsi un certain nombre de personnes qui sont redevables personnellement à Donald Trump. On va se quitter une dernière fois dans cette émission, mais restez bien avec nous parce que oui, vous allez découvrir, on va découvrir ensemble toutes ces images qui ont marqué la semaine aux États-Unis. Le What's Up America, c'est juste après ceci, à tout de suite. Dernière partie de Planète Trump, une émission que vous pouvez retrouver à tout moment sur la page YouTube de LN24. Avant de se quitter, tour d'horizon des images qui ont marqué la semaine aux États-Unis, c'est l'heure du What's Up America. Et on commence par revenir au tout début de l'émission. Vous vous souvenez de cette image que je vous ai montrée, Donald Trump qui s'endort en Conseil des ministres? Eh bien, il s'est passé plein d'autres choses à ce moment-là, et notamment cette déclaration qui a beaucoup fait parler. So Somalia is considered by many to be the worst country on earth. I don't know. I haven't been there. I won't be there anytime soon. I hope. But what Somalia, what the Somalian people have done to Minnesota is not even believable. But when they come from hell and they complain and do nothing but bitch, we don't want them in our country. Let them go back to where they came from and fix it. Beautiful land, that beautiful state. It's a hellhole right now. And the Somalians should be out of here. They've destroyed our country. And all they do is complain, complain, complain. You have her. She's always talking about the Constitution provides me with, go back to your own country and figure out your Constitution. Et le président américain s'attaque donc à elle, Ilhan Omar, c'est la fameuse Her, élue démocrate du Minnesota, originaire de Somalie, très critique aussi du gouvernement américain. Puis Donald Trump, il s'exprimait aussi au sujet d'un scandale dans l'État du Minnesota, où selon la justice locale, plus d'1 milliard de dollars ont été versés à des services sociaux inexistants, principalement par le biais de fausses factures par des Américains justement d'origine somalienne. Cette déclaration, elle coïncide aussi avec le lancement d'une nouvelle opération de police fédérale d'immigration ICE contre les immigrés d'origine somalienne dans la région de Minneapolis. Et cette déclaration fait aussi écho à l'annonce la semaine dernière de Donald Trump de son intention de suspendre définitivement l'immigration en provenance de tous les pays du tiers-monde. On parle aujourd'hui de la suspension immédiate de toutes les entrées aux États-Unis pour 19 pays à haut risque, dont la Somalie. Serge Jomain, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, on n'a vraiment pas énormément de temps. Ce discours, c'est du calcul politique ou fondamentalement il y a une conviction idéologique profonde derrière tout ça pour Trump?
Alors, c'est les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un calcul politique, hein, c'est de montrer sa force et de montrer, comme je le disais tout à l'heure, qu'il tient à ses promesses et qu'on a un dirigeant dur. Mais c'est aussi vraiment le prototype même du discours d'extrême droite. C'est une stratégie, alors c'est particulier de dire le discours d'extrême droite pour un président des États-Unis, qui est notamment censé rassembler tout le monde. Mais c'est vraiment une stratégie extrême qui a pour particularité la stigmatisation, hein, on stigmatise un groupe, aussi la simplification à l'extrême, parce que c'est vrai que c'est un scandale énorme ce qui s'est passé, là-dessus Donald Trump n'a pas tort, mais le fait d'attribuer ça à l'ensemble des Somaliens pose évidemment problème. Donc pardon, mais la plupart sont américains, d'origine somalienne. Effectivement, la plupart sont américains, et justement c'est un élément qui résonne pour une série de groupes d'extrême droite en Europe, c'est ce qu'on appelle la remigration. Et il n'a pas hésité en disant que il faudrait dénaturaliser un certain nombre de ces Somaliens pour les renvoyer chez eux. Et donc il y a là une brutalisation évidemment du discours, notamment on l'a dit par rapport à cette députée Ilhan Omar, il a osé la traiter d'ordure, hein, entre guillemets, et c'est évidemment une figure médiatique de gauche bien connue, c'est la première élue somalienne au Parlement, mais à la Chambre des représentants, mais la particularité, c'est une opposante de Trump, et on est évidemment dans l'État qui est celui de Tim Walz, l'ancien candidat vice-président, qui fait, je dirais, d'une pierre trois coups. Ouais, Ilhan Omar qui a répondu je serai là plus longtemps que vous, Monsieur le Président. Je ne suis pas sûr qu'elle ait utilisé justement le terme Monsieur le Président. Autre actualité qui a marqué la semaine, un scrutin, on peut le dire, ultra scruté. Le remplacement d'un élu républicain démissionnaire dans une circonscription de plus de 800 000 habitants qui traverse l'État du Tennessee, hein, du nord au sud. Et la logique a été respectée. Le républicain Matt Van Epps l'a emporté, mais il l'a emporté de justesse, ce qui a surpris beaucoup de monde. Il l'emporte avec 8 points d'écart sur sa rivale démocrate Aftin Ben, soit beaucoup moins que les 22 points d'avance récoltés par Donald Trump à la dernière présidentielle dans ce fief conservateur. Et justement, du côté démocrate, c'est plutôt la fête. Stéphane, pourquoi est-ce qu'elle est importante cette élection-là, en particulier dans le Tennessee, on l'a rappelé? Parce que justement, il y a eu des élections, hein, vous en souvenez, il y a à peu près un mois, qui ont été très favorables aux démocrates, mais pas toujours dans des bastions républicains. Ici, on est vraiment dans un bastion républicain de républicains qui n'a jamais été entre les mains des démocrates. Et donc de voir en fait s'il y a oui ou non confirmation de la démobilisation de l'électorat républicain, de la surmobilisation de l'électorat démocrate est intéressant dans la perspective des élections du mid-term qui auront lieu dans un an. Et donc, alors il n'y a pas eu la victoire démocrate, on n'en est pas là, mais en tout cas on a montré où était le potentiel de remobilisation. D'ailleurs les républicains avaient laissé de côté cette élection, et puis ils ont vu les sondages, ils ont dit oui, peut-être qu'on doit faire quelque chose en fait pour aider ce candidat Matt Van Epps. Donc, voilà, donc en tout cas ça favorise, je dirais, la stratégie démocrate lorsqu'elle s'attaque à nouveau directement aux questions immédiates de vie quotidienne, de pouvoir d'achat des Américains, et lorsqu'elle s'éloigne justement de toutes les thématiques sociétales, woke, etc., qui se retournent contre eux. Donc ça c'est intéressant. Mais il y a une autre actualité juste rapidement, Texas, parce que dans la perspective au Texas, qui là par contre est très négatif pour les démocrates. Vous vous souvenez de cette volonté de Donald Trump de demander aux États républicains de redessiner un gerrymandering, de redessiner les circonscriptions électorales pour favoriser au maximum dans les États républicains les futurs candidats républicains aux élections à mi-mandat. Les Texans l'ont fait. Ils avaient été en fait déjugés par un tribunal en première instance du Texas. La Cour suprême américaine a tranché et a donné raison à Donald Trump. Il a donné raison en fait au Texas. Ce qui pourrait être lourd de conséquences parce qu'on est dans une guerre totale dans les États républicains et secondairement dans les États démocrates qui veulent faire l'inverse, c'est-à-dire de pouvoir, et qui le font entre autres en Californie. D'ailleurs, les républicains ont déposé plainte contre les démocrates en Californie pour qu'ils ne puissent pas redessiner les circonscriptions. Mais donc c'est une guerre totale en fait, mais à ce stade c'est un point pour les républicains parce que c'est 5 sièges supplémentaires à la Chambre des représentants que pourraient gagner les républicains par ce redessinage de circonscriptions. Et là en fait la Cour suprême
qui, il faut le rappeler, est à 3/4 favorable à Donald Trump et aux républicains, a donné raison au gouverneur du Texas. Et puis juste pour terminer, pour vous montrer quand même ce que c'est d'avoir un populiste à la manœuvre à Washington, vous avez peut-être un compte Spotify, vous allez recevoir votre classement des musiques les plus écoutées. Vous voyez ici par exemple le bilan de l'éditeur de l'émission, Richard de Wulf, qui on peut le dire est plutôt fan du groupe Feu Chatterton. Eh bien, regardez cette vidéo partagée par le compte officiel à nouveau de la Maison Blanche. Non, vous rêvez pas. La Maison-Blanche qui fait bien un classement des plus grandes offenses médiatiques de la semaine. Ils ont répandu des fausses informations et nous les avons malheureusement écoutées toute l'année. Assez fou comme communication, évidemment, la Maison-Blanche. Et puis vous avez vu aussi quasiment ces cibles mis sur ces deux journalistes. Merci à tous les deux, à nouveau, de donner votre temps pour nous expliquer tout ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Merci Stéphane. Merci Serge. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Planète Trump. Merci à Richard de Wulf et à toutes les équipes techniques pour la préparation et la réalisation de cette émission. Merci à vous d'être aussi nombreux et nombreuses à nous suivre chaque soir. Je vous retrouve lundi 22h pour un nouvel épisode du Monde ou Rien avec Nico Pipin, et puis avant ça dimanche 18h avec le sociologue Gérald Bronner pour mon podcast Quel Monde. On parlera notamment de Donald Trump et de ce concept de post-réalité. Excellente soirée et très bon week-end sur les 24 événements.